sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Paris Vox. Xavier Aimant au micro, toujours accompagné de Jean Hernis, Ninis Lamalis, comme on l'appelait en 3e B. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des alternatives à la consommation de masse. Alors en effet, à l'heure du déconfinement partiel, du déconfinement provisoire peut-être, nous allons subir des injonctions à la consommation. Et évidemment, on va nous inciter à consommer au maximum pour compenser les problèmes de l'économie. Face à ces injonctions, nous avons pensé qu'il était intéressant de revenir sur ce que représentait la consommation de masse et de trouver, en tout cas de proposer des pistes pour essayer d'y échapper, en tout cas partiellement et au quotidien. Bonjour à tous. En effet, jouir de la consommation est, semble-t-il, la préoccupation de nombre de nos concitoyens. On a pu voir des files d'attente vertigineuses devant les drives du McDonald's. On a pu voir des files tout aussi vertigineuses devant les Zara ou autres magasins d'habillement à la sortie du confinement. Face à cela, on s'est dit qu'il était important de tenter de raisonner avec nos petits moyens comme d'habitude et d'apporter des pistes de réflexion. Alors on va déjà commencer par un constat. Le constat que la fast fashion et l'alimentation et la consommation de masse sont destructeurs de bien des choses. On pourrait parler de l'environnement, on pourrait parler des conséquences sur l'équilibre de la planète, mais je pense qu'il est plus intéressant de se pencher sur le gaspillage, qui est le pendant de cette consommation. Oui, alors juste pour dire, en fait, c'est vrai que ces images qui nous ont été montrées lors du début du déconfinement, elles nous ont, on peut le dire, un peu peinés, un peu affligés. Alors bien sûr, il fallait être bien naïf pour croire que les choses allaient changer radicalement, que les mentalités allaient changer radicalement suite à cette crise pourtant sans précédent, et qui est quand même un sérieux avertissement. Mais malgré ça, malgré notre absence de naïveté dans ce sens, on a quand même eu un petit coup au cœur en voyant que les gens avaient finalement une seule préoccupation, celle de se ruer à nouveau dans les temples de la consommation et de surtout reprendre leur vie d'avant sans se soucier ni des conséquences ni des drames futurs qu'une absence de changement entraînera sans aucun doute. Oui, alors parlons rapidement du gaspillage, parce que c'est en effet une des conséquences importantes de la surconsommation, de la consommation de masse, de la consommation addictive qui est la nôtre actuellement. Je vais vous donner quelques chiffres dans deux domaines, dans celui d'abord de l'alimentaire puis celui du textile, qui sont deux postes importants dans les budgets des foyers et des familles, pour essayer de vous montrer justement quelle est l'absurdité, quelle est la folie du système dans lequel nous sommes, et pourquoi il est important au quotidien d'essayer d'y échapper et d'essayer de sortir de cette matrice consumériste. Alors le gaspillage alimentaire dans un premier temps. Alors il faut savoir que en France, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, sont gâchées, sont jetées. Sur l'ensemble de la planète, c'est plus d'1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée. En France, ce gaspillage, en fait, il se fait à tous les niveaux de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a du gaspillage dès la production, notamment dans la production agricole. Ça représente 32% du gaspillage total. Au cours de la transformation des produits alimentaires, 21% de gaspillage. 14% lors de la distribution, 14% des produits alimentaires sont gâchés dans le cadre de la restauration collective et commerciale, et enfin, 19% de ce gâchis, de ce gaspillage, provient de la consommation individuelle des ménages. Donc, ce sont plus de 2 millions, près de 2 millions, on va dire, de tonnes de gaspillage alimentaire par an qui sont causées par les pratiques journalières des foyers français, donc nos pratiques journalières. C'est extrêmement important,
Et donc ça représente pour chaque foyer français un gaspillage annuel de plus de 20 kilos de nourriture. Bon, on voit à quel point c'est considérable, c'est même énorme, et ça montre que nos habitudes alimentaires sont comment dire, prédatrices, qu'elles sont compulsives, mais qu'elles ne correspondent pas à juste nos besoins, qu'elles dépassent de très largement nos besoins, puisque nous jetons autant. Sur ce gaspillage, si on regarde le détail, donc c'est 20 kilos de nourriture gaspillée, il y a 24% de ce gâchis qui est représenté par les restes de chaque repas. 24% sont des fruits et des légumes jetés à la poubelle. 20% des produits entamés non terminés. 14% du pain qui est jeté. Alors ça, ma grand-mère se retournerait dans sa tombe. Et 18% de produits divers. Donc, c'est quelques chiffres pour vous montrer le caractère massif du gaspillage qui est devenu extraordinairement important dans une société de l'abondance où, en fait, nous n'hésitons pas à jeter ce bien qui a été pendant longtemps le bien le plus précieux des hommes, c'est-à-dire la nourriture. Et puis, une remarque là-dessus, c'est quand même, on est dans un pays où on a des paysans qui se lèvent à des heures, qui font des heures pas possibles pour des salaires qui frôlent la misère. Et face à ces paysans qui vont gagner quelques centaines d'euros, nous, on jette le fruit de leur travail. Il n'y a pas de mots face à ça. On va venir évidemment dans une seconde partie sur que faire pour limiter ce gaspillage. Mais pour toujours rester sur le constat, je vais vous parler maintenant de l'industrie textile. Tu permets une deuxième incise? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut savoir qu'au niveau du gaspillage alimentaire, les différents intervenants ont une obligation de valorisation des déchets. Donc, la valorisation des déchets, c'est-à-dire que on doit, comme son nom l'indique, tirer profit de nos déchets alimentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont remis dans le circuit de l'alimentation. C'est-à-dire qu'un déchet alimentaire, s'il est traité pour faire de l'engrais, on est considéré qu'il est valorisé. Alors que si on récolte des légumes ou on abat des animaux, c'est avant tout pour se nourrir et pas pour faire un éventuel engrais futur. Je pense que c'est important de souligner ce point parce que de plus en plus de marques, notamment des grandes chaînes, que ce soit de restauration rapide, des chaînes hôtelières, des chaînes de grande surface également, vous disent oui, nous on valorise nos déchets et ça fait partie des accords notamment qu'il y avait eu dans l'accord climat, dans les accords de la COP 21, tout ça. Les entreprises ont devoir de valoriser le déchet. Mais valoriser un déchet alimentaire en créant du biogaz ou un engrais, c'est pas exactement la même chose qu'en permettant de l'utiliser pour sa fonction première, s'alimenter. Voilà, petite incise. Oui, tout à fait. Il y a en effet des programmes, on en reparlera, d'incitation à la limitation du gaspillage, mais aussi en effet à sa meilleure exploitation de ces déchets. Je reviens sur le textile. Il faut savoir que en Europe, en 15 ans, la consommation de vêtements a doublé, et en même temps, nous conservons ces vêtements 2 fois moins longtemps qu'il y a 15 ans. Autre chiffre, pour donner une image panoramique un peu de cette industrie du textile, 100 milliards de vêtements et d'accessoires de mode sont vendus chaque année dans le monde. On voit qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la mode jetable, c'est-à-dire le vêtement utilisé, jeté, qui est un véritable fléau et une véritable addiction pour certains. Ainsi, une entreprise américaine estime qu'à l'heure actuelle, il y a sur le sol américain près de 120 milliards de dollars de tissus américains qui attendent dans les entrepôts d'être enterrés ou brûlés. Autre chose à savoir, même si en effet on n'appuiera pas forcément sur cette question écologique dans cette émission, mais l'industrie textile émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien et maritime réunis. Et autre élément important dans cette fondamentale, même dans cette optique d'une mode jetable, du prêt à jeter,
seuls 1% des textiles sont actuellement recyclés. Dans ce cadre, chaque Français, chacun de nous, jette 12 kilos de vêtements par an. Par ailleurs, pour avoir un autre chiffre indicatif, la consommation de vêtements représente en moyenne, évidemment, environ 5% du budget des ménages, soit environ 800 € par an. Donc voilà, quelques chiffres pour poser l'état des lieux. On pourrait le faire pour de nombreux autres domaines de consommation, mais ceux-là sont un peu emblématiques pour montrer que nous sommes dans une situation de surconsommation, de consommation addictive, de consommation délirante, qui déjà en effet épuise les ressources de la planète, mais au-delà de ça, qui a perdu tout sens, qui a perdu tout sens de la limite, qui a perdu tout sens de l'utilité. On n'est plus dans l'achat de quelque chose dont on a besoin, on est dans la satisfaction de désirs permanents nourris par la publicité, nourris par les séries, nourris par un lavage de cerveau permanent, dont il faut essayer, si on veut rester ou redevenir des hommes libres, essayer de sortir, essayer de se dégager de cette matrice. Alors, comment faire ? Ça va être un peu le cœur de notre émission. Alors on va essayer de donner des pistes, encore une fois, avec notre humble niveau, pour essayer de faire cette sortie au niveau du quotidien, de nos actes, de nos petits actes. Donc on va donner des solutions très basiques, qui paraîtront peut-être triviales à certains, mais qui sont des choses concrètes que chacun peut faire pour essayer de se distinguer, de sortir de ce système, de se déconnecter de ce système, car il faut le répéter, c'est un peu été le leitmotiv de nos émissions jusque-là, il n'y aura pas d'effondrement du système de lui-même, il n'y aura pas de changement de système par le haut, par une action miraculeuse, par un rêve de changement politique global. Il n'y aura qu'un changement que par une prise de conscience individuelle et par la mise en place d'actes concrets. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous écrase économiquement, où l'économie a pris la place principale. C'est donc par le changement de nos attitudes économiques, et notamment de consommation, que nous pourrons lutter contre celui-ci. Donc, que faire pour essayer de sortir de cette consommation ? Déjà, la première chose à faire, c'est se définir. Alors, il y a quelque chose qui fleurit sur les réseaux sociaux. On dit maintenant, passer de la consommation à la consommation. Nous, on va pas être là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est des beaux artifices. On va être dans des choses très pratiques. C'est-à-dire que oui, de l'action, effectivement, mais de l'action simple. Alors, première action, c'est-à-dire que pour sortir d'un rapport qui est toujours pécunier, c'est le troc. Alors, le troc, c'est quelque chose qu'on peut tous employer à notre niveau. C'est-à-dire que on a tous des connaissances, des savoirs, des produits, des services à échanger. Ça peut être un cours de langue, un cours de soutien scolaire, une réparation d'un robinet qui fuit. Ça peut être énormément de choses, ou ça peut être des produits. C'est-à-dire que si on a un jardin, on peut proposer d'échanger tant de légumes contre tant d'œufs. Le troc, c'est quelque chose qu'on mésestime beaucoup. Et l'avantage du troc, c'est qu'il n'est pas taxé, il n'y a pas de TVA sur le troc. Donc, profitons du troc. Oui, alors le troc, bien sûr. Le troc est aussi la mise en commun de certains matériels. On a trop tendance, en effet, aujourd'hui, à acheter immédiatement ce dont on pense avoir besoin. Je dois fixer cette armoire, vite, je vais m'acheter une perceuse, qui après restera au fond du dit placard ou de la dite armoire pendant des années sans être utilisée. Il faut avoir aussi parfois le réflexe justement d'essayer de mettre en commun, de savoir qui a l'outil qui nous est utile, de lui emprunter, de lui rendre, ça c'est important, et de lui rendre en bon état, mais savoir qu'on n'a pas toujours besoin
je sais pas, une voiture, on n'a pas toujours besoin d'une voiture en permanence. Est-ce qu'on peut pas emprunter celle d'un camarade? Sortir de l'idée de l'achat immédiat pour satisfaire un besoin qui est peut-être un besoin juste circonstanciel. Mise en commun. Alors au niveau, ça peut être communautaire, d'un voisinage, ça peut être au niveau d'un village, ça peut être aussi au niveau d'une organisation politique. Vous listez, moi j'ai ça, j'ai un petit camion, donc le jour où vous avez besoin de faire un petit déménagement ou d'aller chercher des choses encombrantes, vous pouvez me l'emprunter en échange, pas forcément d'un service direct, mais d'un service prochain, etc., etc. Essayez de mettre en commun nos biens et nos savoirs. En effet, parfois peut-être qu'on peut donner des cours au lieu de donner de l'argent à une structure extérieure, etc. dans le domaine de l'enseignement qui fleurissent d'ailleurs en ce moment forcément. Donc ça c'est important et c'est un changement de mentalité parce on est assez individualiste en France, on est assez attaché à la propriété privée. Il s'agit évidemment pas de la remettre en question, c'est-à-dire ce que vous prêtez n'appartient pas à la communauté, il vous appartient toujours en propre, mais il profite à l'ensemble de la communauté. Je pense qu'il y aurait vraiment un travail important et intéressant à faire en ce sens. Oui, pardon, Jean, excuse-moi. Effectivement, et comme tu le dis, c'est-à-dire sur la réciprocité du prêt et du troc, du prêt d'objets, c'est-à-dire qu'on peut être sur le temps long, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de dire je t'ai prêté aujourd'hui ma perceuse, j'exige que tu me prêtes aujourd'hui ta décolleuse à papier peint, même si j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que les services, c'est quelque chose, la réciprocité peut être sur le temps long. Il faut pas être sur un temps, on n'est pas des consommateurs oui, immédiat, on n'a pas forcément un besoin immédiat qui correspond à un autre besoin immédiat d'un autre individu. Je soulignerai l'importance du troc. Comme souvent dans le domaine des alternatives au capitalisme, l'extrême gauche a un temps d'avance sur nos milieux et elle a mis en place des systèmes de ce type, et notamment un système qui s'appelait les CEL, qui s'appelle toujours, d'ailleurs j'ai pas suivi vraiment l'actualité de ces mouvements, mais c'était très intéressant, les systèmes d'échanges locaux, qui était justement tout un système de troc à l'échelon local, qui a été mis en place il y a quelques années par des groupes de militants. Et pour montrer que ce n'est pas anodin, c'est pas juste un truc de bobo ou d'illuminé, ces systèmes d'échange locaux, donc ces systèmes de troc, ont été violemment attaqués par l'État, qui accusait ces groupes de faire en fait du travail au noir, du travail clandestin, alors qu'il s'agissait de troc. Ils ont essayé de leur mettre des amendes très lourdes, et c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit souvent l'utilité d'une pratique anti-système à la réaction du système et à sa condamnation. Quand on fait des choses dont le système se désintéresse complètement, en général on est assez tranquille. Quand vous avez une réaction aussi vive et aussi agressive du système contre vous, c'est que vous avez mis le doigt quelque part où ça fait mal. Et donc ce troc a apeuré, entre guillemets, parce que c'était quand même très limité, mais a alerté l'État, prouvant que ces gens allaient dans la bonne voie. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que l'État a eu deux effets par rapport à ces gens, c'est-à-dire que ils leur ont mis une grosse claque dans la gueule en leur mettant des amendes, comme tu disais. Et le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que dorénavant, on a des conciergeries, notamment à Paris, de rues, où ce qu'on trouvait gratuitement, en fait, a été schématisé. Et maintenant, on peut avoir recours à des auto-entrepreneurs, tout ça. Et en fait, on précarise tout le monde. C'est-à-dire que là où on était sur une économie d'égalité, entre guillemets, ou d'équité, je sais pas comment on pourrait dire, on est sur une économie maintenant qui est assez disproportionnée. C'est-à-dire que les artisans traditionnels sont effectivement ploués par les auto-entrepreneurs et personne n'y gagne. Que dans un troc sain, tout le monde gagne. Autre alternative que le troc, il y a le glanage. Alors nous, Parisiens, on est très mal placés pour vous parler de glanage. À part récolter des tulipes polluées dans les parcs parisiens ou des rats, je ne vois pas ce qu'on pourrait ramasser. Ouais, ce qui serait considéré comme du vol. Hein. Si tu commences à piquer les fleurs au Luxembourg, je pense que tu vas avoir 2-3 problèmes, mais bon, excuse-moi. Non, effectivement, mais le glanage, donc le glanage, c'est le fait de ramasser, de cueillir
des baies, des fruits sauvages, donc il y en a. Il y a un très bon article de Languedoc Info qui avait été rédigé sur les alternatives, sur les choses qu'on peut ramasser, on vous le mettra en lien. Oui, alors ça, c'est évidemment, ça s'adresse plus aux gens qui sont à la campagne. D'ailleurs, beaucoup des solutions alternatives à la consommation de masse sont plus adaptées ou plus adaptables en campagne qu'à la ville, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses à faire en ville. En ville, se sont développés, par exemple, il y a des gens qui récupèrent qui font les poubelles des supermarchés, car comme on l'a vu, il y a un gaspillage alimentaire très important, et qui récupèrent des denrées alimentaires en nombre, en masse, qui sont de qualité égale à ce qu'on achèterait dans le dit supermarché, et qui sont évidemment tout à fait consommables, qui ont parfois dépassé d'une journée ou de deux la date de consommation conseillée. Et il y a là aussi une mine de choses. Alors évidemment, c'est une pratique qui peut rebuter certaines personnes, parce que faire les poubelles, c'est plutôt... C'est une pratique illégale. C'est plutôt réservé jusqu'à présent à des gens en difficulté. Mais quand on voit ces tombereaux de nourriture jetés, c'est une pratique qui ne me choque absolument pas. Surtout si elle se situe dans un cadre... Alors en effet, elle est illégale, mais non, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, mais simplement il faut avoir conscience de l'illégalité de la chose. Donc quand on le fait, être au fait de voir si on n'est pas entouré de policiers, de voir si le voisinage n'est pas trop dans la surveillance, et prendre quelques précautions. Je ne dis pas de ne pas le faire. Et quand on fait ce genre de choses, surtout bien porter des gants, ne jamais ouvrir de poubelles sans gants, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'y trouver. Certes, il y a l'alimentaire, mais il peut toujours y avoir une seringue, quelque chose d'autre, et ça, c'est une chose... Bien sûr, et puis il ne s'agit pas non plus de retirer, évidemment, le pain de la bouche de nos pauvres SDF hexagonaux, mais les masses sont tellement importantes que c'est une pratique qui se développe, et qui a du sens, par rapport à ce gâchis absolument inimaginable. Alors je pense qu'à titre personnel, ça rebutera évidemment beaucoup de gens, mais dans le cadre par exemple d'une association d'aide, ça peut être une source de récupération de produits alimentaires. Bon, ça reste marginal, mais c'est intéressant de le noter. On peut aussi parler des achats, c'est-à-dire que achats en direct, on en avait parlé un petit peu lors de notre émission sur l'économie communautaire. Et aussi l'achat de gros. Donc de la même façon qu'on met en commun sa liste d'outils et d'objets qu'on prête aux camarades, on peut décider d'acheter ensemble des volumes. Donc ça peut être de la viande, ça peut être beaucoup de choses au final. Ça peut être aussi des matériaux, si on fait des travaux. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et il faut pas hésiter parfois à se réunir à quelques-uns pour avoir la force du nombre pour la négociation dans l'achat. Oui, alors d'autant que dans la période que nous connaissons, il y a notamment des producteurs de viande proches de nous, des viticulteurs qui ont des difficultés à écouler leurs marchandises. Et c'est vrai que c'est difficile pour un particulier d'acheter un colis de 10 kilos de viande, surtout s'il n'est pas équipé en termes de congélateur, etc., etc. Donc ça aussi, c'est des réflexions à avoir. Moi j'ai un congélateur, je me mets avec 5 camarades, on achète nos 10 kilos de viande en direct à ce producteur de viande qui en plus s'avère être un camarade. Et donc là on est dans un circuit court, un circuit direct et un circuit communautaire, mais on ne peut pas le faire tout seul, il faut se mettre avec d'autres personnes pour le faire. Pareil pour des achats de vin, plutôt qu'aller acheter son vin à la supérette ou au supermarché, acheter du vin en direct, même en quantité, et après le distribuer aux différents acheteurs. C'est des pratiques qui sont en effet peut-être un peu plus contraignantes en termes de temps et d'infrastructure, parce qu'après, pas d'infrastructure, pardon, mais de logistique, puisqu'après il va falloir donner un rendez-vous, peut-être aller voir 2-3 personnes pour livrer, etc. Mais encore une fois, pas de changement sans effort, et ce sont quand même des tout petits efforts, mais qui sont des véritables ruptures avec ce qu'on essaie de nous imposer. Donc, en effet, l'achat de groupe doit être intégré à nos pratiques personnelles, individuelles, communautaires et militantes. Dans les pratiques également qu'on peut
rapprocher de l'achat de groupe, c'est la cuisine de groupe. On en avait déjà parlé dans l'émission sur la gastronomie francilienne. C'est-à-dire que le fait de cuisiner pour un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que chaque personne, chaque membre de la communauté prépare un plat. Alors on peut faire des rotations. Alors il faut pas être trop nombreux parce qu'on n'a pas des cuisines très grandes, mais Il faut faire de la blanquette parce que la blanquette c'est super. en effet, la blanquette c'est super. Mais le fait de dire bon, ça c'est quelque chose qu'on fait à 4, 5 hein. Après c'est vrai que si on se retrouve à 10, 15 c'est compliqué, mais on peut faire des petits groupes de gens qui ont à peu près les mêmes envies alimentaires qui se partagent des menus pour la semaine et notamment quand on est célibataire ou qu'on est un jeune couple sans enfant, le fait d'avoir des repas plus élaborés. Il y en a un qui peut faire une quiche, l'autre qui fait une blanquette, évidemment, des salades composées, X ou Y, et ça permet de s'alimenter de façon convenable pour un prix moindre, parce que le fait d'acheter des petites quantités dans les grandes surfaces ou dans les supérettes ou même au marché, c'est quelque chose qui coûte, que le fait de prendre des grandes quantités, on a généralement des meilleurs prix. Oui, et puis ça permet aussi de réduire le gaspillage, puisqu'on a vu quand même tout à l'heure que près de 20% de ce qu'on mangeait dans un repas partait à la poubelle. Donc il vaut mieux, en effet, peut-être que ça profite à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, je pense, de façon globale, c'est en effet rompre avec déjà l'individualisme pur. Alors ça, c'est toujours une belle phrase, une belle recommandation, mais il faut l'appliquer de façon concrète. Et en effet, par exemple, donner. Si vous avez un reste de repas, vous pouvez aussi en faire un doggy bag, comme disent nos amis anglo-saxons, et le donner à quelqu'un en difficulté, à un voisin, à un ami, etc., etc. Et c'est une sorte de mentalité à changer, à retrouver, qui n'est pas évidente, puisqu'en effet, encore une fois, ça demande des efforts auxquels nous ne sommes plus habitués, mais il faut le faire petit à petit, et c'est à mon sens et à notre sens indispensable. On parlait de la cuisine, je te propose qu'on y reste. Il est important de cuisiner ses restes. Alors, la cuisine des restes, c'est une cuisine d'opportunité, donc il faut oser en cuisine. Autant la pâtisserie est une science exacte, où il y a des grammages bien précis, parce qu'on est vraiment dans de la chimie, bien souvent en pâtisserie. Autant la cuisine, c'est quelque chose qui est bien différent. On n'a pas besoin de faire lever, des choses comme ça, donc on peut tenter des mélanges. Et surtout, le pain. Tu disais 12% des déchets sont 14%. 14%. Ben, le pain, comme tu le disais, ta grand-mère, et je pense que la mienne aussi, aurait fait des bons. Balancer du pain, le pain était la base de l'alimentation des Français il y a 70 ans. Ça, je pense qu'il faut qu'on en ait conscience. Nous autres, qui sommes biberonnés au supermarché à la viande bas de gamme de plus. On n'a pas conscience de ça. Mais le pain était pour de nombreux Français un élément central et principal de l'alimentation. Et ben le pain, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la chapelure, on peut faire des croûtons, même avec un pain dur et rassis. On peut faire du gâteau de pain dur, on peut faire du pain perdu. Des alternatives, il en existe. On peut congeler aussi. Exactement, on peut congeler son pain, c'est-à-dire que si on sait que on en achète un peu trop, dès qu'on l'achète, tac, on le met tout de suite au congèle. Voilà, donc des alternatives en existent. Au niveau des achats de produits, si vous achetez en direct ou au marché, de temps en temps il y a des légumes ou des fruits, surtout des fruits, qui sont un peu moins beaux, qui ont un format un peu différent et donc qui sont pas chers. Je vous invite à les acheter, ça fera de très bonnes soupes, de très bonnes confitures pour les fruits. Il faut pas hésiter à une barquette de fraises qui est un petit peu abîmée, on enlève les 2-3 fraises qui vont pas être belles et les autres vous mettez un petit peu de beurre, vous les mettez dans votre casserole coupée en petits morceaux, un peu de thym, un peu de miel et ça fera un très bon dessert. Il faut vraiment jeter des fruits et légumes. Je veux dire, une tomate qui est un peu âgée, on fait une sauce tomate avec. On peut faire des potages. Je veux dire, et même l'été, vous faites un très bon gazpacho et ça va très bien. Oui, il faut éviter au maximum
de jeter. Donc ça, encore une fois, c'est une rupture avec nos habitudes. Il y a aussi une rupture avec nos habitudes, il faut aussi sortir de l'idée des choses forcément très peu chères. On est habitué, la consommation de masse nous a habitués à des produits, et notamment des produits alimentaires, très très peu chers. Très peu chers, mais qui sont d'une qualité médiocre quand ils ne sont pas carrément dangereux pour la santé. Qui sont bourrés d'addictifs, de rehausseurs de goût, etc., etc. Donc il faut aussi que l'on prenne conscience que les vrais produits, les bons produits, ils valent plus cher et que c'est pas du vol et que c'est pas une arnaque du vendeur, du boucher, ou etc. C'est que ça se justifie. Et en effet, on a tellement l'habitude d'avoir des poulets à 4 euros, des 8 tranches de jambon à 3,50 euros, etc., qu'on a perdu en fait le sens réel de la valeur des choses. Et qu'il faut aussi réapprendre peut-être à consommer moins. De toute façon, c'est un peu notre propos, consommer moins, mais mieux. Et ça aussi, ça demande un changement de paradigme mental. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une fois de la viande tous les 3 jours, mais de la viande de qualité, de la viande qui a du goût, que de la viande de merde pleine d'eau qui réduit comme peau de chagrin dans la poêle, etc., etc. Donc remplacer, autant que faire se peut, la quantité par la qualité. Face à la consommation de masse, pour moi, il y a 2 choses primordiales. D'abord, il faut réduire. On consomme trop, il faut réduire. Mais on n'éliminera pas la consommation. La consommation, évidemment, est indispensable à l'existence, mais elle n'est pas une finalité. Mais cette consommation, il faut tout d'abord la réduire et ensuite la réorienter. Donc, on consomme moins et ensuite on consomme mieux. Parce que ce qu'on va nous vendre à l'heure actuelle, c'est consommer toujours plus, mais consommer différemment, consommer plus vert, consommer plus raisonnable, c'est plus rationnel, mais toujours consommer plus. Non, la première chose à faire, c'est consommer moins. On consomme beaucoup trop, et donc le facteur indispensable, c'est la réduction de la consommation. Et après, en effet, son orientation vers des produits de qualité. Mais il ne faut pas se laisser avoir par cette espèce de capitalisme vert ou de capitalisme citoyen qui va nous vendre toujours plus de croissance avec des étiquettes un peu plus jolies, des étiquettes plus raisonnables, avec la tête de d'un sympathique paysan dessus, mais dont l'injonction primordiale sera consommer plus. Il faut consommer moins, et ensuite il faut consommer mieux. Et je pense que ça, c'est le cœur de la réflexion que nous devons avoir. Autre piste de réflexion, le jardinage. On parlait du glanage tout à l'heure, donc plutôt que de flâner à travers les prairies, je propose de se mettre au jardin. Et donc un jardin, ça peut être une entreprise individuelle et ça peut être une entreprise collective. C'est-à-dire qu'on peut envisager, alors à Paris c'est difficile à envisager effectivement, mais même s'il existe des programmes de développement de jardins collectifs et communautaires dans certains quartiers, bon évidemment on n'y croisera pas forcément tout de suite beaucoup de camarades, mais ça peut valoir le coup de s'y investir. En effet, mais louer un lopin de terre, ça coûte bien moins cher que louer un local. Et est-ce que c'est pas intéressant de se dire, on loue un terrain pour cultiver des légumes? C'est une vraie question. Des salades, des radis, des pommes de terre. C'est à plusieurs vertus. Le vertu de le faire par soi-même, d'apprendre la saisonnalité. Et ça a également la vertu de le faire ensemble et d'être heureux de le faire. Oui, alors je crois d'ailleurs qu'il y a des initiatives dans ce sens, notamment chez nos camarades d'Angers. C'est en effet intéressant pour plein de raisons et que tu viens de citer, et aussi le fait, encore une fois, de court-circuiter les chaînes de distribution classiques et de faire des circuits directs et courts.
Et c'est intéressant aussi parce que il y a toujours évidemment ce plaisir. Il faut jamais écarter cette notion de plaisir qui est fondamentale dans l'existence des hommes. On a toujours plus plaisir à manger une salade qu'on a cultivée, même si en effet personnellement ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais c'est comme quand on pêche, comme quand on chasse. Les saveurs ne sont pas les mêmes. Le sens aussi n'est pas le même. On a un respect de la nourriture qu'on a produite ou qu'on a chassée ou qu'on n'a pas quand on a rempli son chariot jusqu'à la gueule dans un supermarché. Donc il y a aussi du sens derrière tout ça. Il y a aussi du sens, du plaisir, de l'intérêt, de la communauté, de la camaraderie. Et en effet, à l'heure actuelle, il y a des possibilités importantes, il y a des terres qui sont pas chères, ça demande du travail, ça demande de l'organisation, mais c'est évidemment une perspective tout à fait stimulante, je pense, pour beaucoup d'entre nous. En effet. On peut peut-être aussi parler rapidement, parce que le jardinage, évidemment, on pense campagne, etc. On peut aussi faire un micro-jardinage en ville. On a la possibilité de produire évidemment à minima un certain nombre de choses, même en appartement. Se développe actuellement le jardinage sur balcon. Vous pouvez des herbes aromatiques, des avoir tomates, des herbes aromatiques, des tomates, des poivrons. en pot. Vous pouvez avoir déjà un certain nombre de choses. Alors vous n'atteindrez pas évidemment l'autonomie alimentaire par ce biais, mais encore une fois, ce sont des petites choses qui déjà limitent votre consommation et vous offrent des produits que vous avez de qualité, que vous avez choisi de pas mettre de pesticides, d'engrais, etc. Et ça, n'importe qui peut le faire, même sur un petit balcon. On peut avoir quelques pots de thym, de basilic, etc., etc. Ça paraîtra sans doute ridicule à certains. Je crois que ça ne l'est absolument pas. Et encore une fois, les petites choses précèdent les grandes. Des petits ruisseaux naissent les grandes rivières. Tout à fait. N'est-ce pas ? Dans les autres choses à la maison, c'est au niveau de le fait maison. C'est très important de faire ça. De la même façon que j'incitais à cuisiner dans l'émission, dans de nombreuses émissions, je pense qu'il faut ne pas hésiter à faire les choses soi-même. Et dans les choses à faire soi-même, on peut penser à différentes choses. À tout ce qui est produit d'entretien, produits cosmétiques. Alors, il ne s'agit pas de tout faire soi-même. On peut, éventuellement, hein, c'est à envisager, mais tout ce qui est autour de la cosmétique et des produits ménagers, ça représente un impact au niveau des déchets, je veux dire, emballage sur emballage, et pareil pour l'alimentaire. Et le fait de faire soi-même sa lessive, son produit ménager pour tout dans la maison, c'est quelque chose qui est simple et qui peut être très économique. Prenons par exemple la recette de la lessive. Alors Xavier, je te laisse noter, comme ça tu pourras la faire la prochaine fois. Alors vous prenez 50 grammes de savon de Marseille, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 litre d'eau et 10 gouttes d'huile essentielle. Voici pour les ingrédients pour 1 litre de lessive. Donc vous faites bouillir votre eau. Vous y ajoutez votre savon que vous avez préalablement taillé en paillettes ou en copeaux. Vous faites fondre votre savon dans l'eau. Un petit coup de mixeur si vous en avez un, comme ça vous avez une préparation plus lisse. Vous mettez une cuillère de bicarbonate de soude dedans. 2 si l'eau est un peu dure chez vous. Et le lendemain, lorsque la préparation est froide, vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. Soit une huile essentielle au parfum qui vous plaît, donc on peut imaginer menthe, lavande, etc. Soit une huile essentielle dont les vertus sont intéressantes pour votre linge. On peut penser par exemple à l'huile essentielle tea tree, arbatée, qui est intéressante parce qu'elle est répulsive pour les moustiques. Donc c'est-à-dire que quand vous nettoyez vos draps avec, pendant quelques jours, après avoir lavé vos draps, les moustiques ne s'approchent pas de vous, parce qu'il y a cette odeur sur le linge. Donc ça, on est sur quelque chose qui est très simple à faire, qui est très rapide et qui est très économique. Le savon qu'on utilise, il faut surtout utiliser un savon de Marseille, sans paraffine, du vrai savon de Marseille. J'insiste, donc c'est un savon qui est plutôt vert. Et donc,
qui est un savon qu'on trouve rarement dans le commerce. Le savon qu'on trouve dans le commerce, dans la grande surface en tout cas, il faut plutôt aller dans les épiceries bio ou l'acheter en ligne. Il y a des sites spécialisés. Le savon de Marseille qu'on trouve souvent dans les grandes surfaces, c'est un savon bourré de paraffine et vous allez faire une pâte qui va être toute dure avec... vous allez avoir un îlot de pâte graisseuse au milieu de... On sent l'expérience. Oui, on a fait l'essai. On s'est trompé. Et en se trompant, en apprenant. Et donc, cette lessive ne coûte pas grand-chose. Et au final, ça coûte 5 à 6 fois moins cher qu'une lessive classique. Et au niveau du dosage, c'est un dosage classique. Comme vous utiliseriez pour une machine traditionnelle. Alors, certains utilisent des noix de lavage, il y a d'autres possibilités. Mais bon, quand on voit le prix de ce produit, et la facilité, c'est quand même très intéressant. Oui, ce serait dommage de s'en priver pour le coup. Mais de façon générale, on peut aussi penser au vinaigre blanc, qui peut faire un usage multiple dans le... Alors, il y a des gens, ils vont me dire, le vinaigre blanc, c'est bien, mais ça sent un peu trop fort. Si le vinaigre blanc sent un peu trop fort, j'ai les astuces de Ernest la Malice. Voilà, vous prenez votre vinaigre blanc, dans un dévidoir, dans un spray, vous mettez donc un tiers, un demi de vinaigre blanc à peu près. Vous rajoutez de l'eau et vous ajoutez des écorces d'orange et de citron non traitées. J'insiste, non traitées, parce que si vous mettez des choses traitées, c'est un peu plus embêtant. Et donc orange, citron, pamplemousse, citron vert, les agrumes que vous avez. On va pas mettre des pleurs de pommes là-dedans. Il faut vraiment que ce soit de l'agrume. Et en fait, votre produit pour nettoyer vos surfaces aura un léger parfum d'agrumes. Et l'odeur du vinaigre s'estompera grâce aux agrumes. Et le produit sera tout à fait à même de désinfecter une surface. Très bien. Je vais m'y mettre juste après l'émission. Un autre produit magique, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est pas cher. C'est fabriqué en France et vous pouvez faire des choses, donc on peut l'utiliser dans l'alimentation, mais on peut également l'utiliser pour tout plein de choses, des éviers bouchés, pour nettoyer vos toilettes sont un peu entartrées, ou vos éviers, un peu de bicarbonate, du vinaigre blanc, ça mousse, ça c'est nickel, vous avez juste un petit coup de brosse à mettre, c'est nickel, c'est propre. Il faut vraiment, il y a plein de sites internet, sur YouTube on trouve plein de conseils. Et alors ça fait un peu baba cool, ça fait un peu ou ménagère, mais en fait il faut pas avoir honte de ça. Les produits d'entretien, quand vous allez dans le rayon des produits d'entretien, vous avez un produit pour nettoyer les vitres, un produit pour nettoyer les toilettes, un produit pour nettoyer le sol, un produit pour nettoyer les tuyaux de chaudronnerie, un produit, vous avez des produits pour tout. Or, dans une maison, à moins d'avoir un beau parquet en bois qui nécessite effectivement peut-être une vraie cire, pour le reste, tous les produits sont interchangeables et il faut rompre avec les 60 bouteilles sous l'évier. Et en plus, l'avantage du vinaigre blanc, c'est-à-dire que si votre enfant, un enfant viendrait en boire, en mettre dans les yeux, ça pique, mais ça tue personne. Bon, après, il faut pas qu'il boive toute la bouteille, évidemment, mais on n'est pas sur des produits, un enfant boit du Destop, on est bien emmerdé. Un enfant boit un peu de vinaigre blanc, c'est moins grave. C'est moins grave. Il y a un autre produit sympa qu'on peut évoquer. Après, on va arrêter là sur ce sujet. Mais c'est le papier d'Arménie, par exemple. Plutôt qu'avoir des désodorisants en spray, etc., bourrés encore une fois de chimie, c'est le papier d'Arménie, que ça vous rappelle peut-être des senteurs chez vos grands-parents, mais ça existe toujours. C'est très efficace et c'est fabriqué en France, c'est même fabriqué en Île-de-France. Alors imaginons, vous avez un colocataire bougon qui se plaint des odeurs de tabac froid, et écoutez, le papier d'Arménie est une excellente solution. Pour enlever les odeurs de tabac, ça n'enlève pas les fumeurs. Alors on va passer à peut-être vas-y, J'avais une autre alternative. Je t'en prie.
l'occasion, l'achat d'occasion. C'est ce dont je voulais parler, justement. On est connecté. Mais vas-y, je t'en prie. Eh ben, l'achat d'occasion, c'est-à-dire que tout acheter neuf, est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que certains produits, on ne peut pas les acheter parfois d'occasion? Alors, on peut penser aussi bien aux vêtements, on peut penser également à l'électroménager et à tout un tas de choses. Donc, par exemple, pour les vêtements, quand on a des changements de taille, des changements de poids, on peut parfois revendre ces vêtements entre camarades ou les troquer, comme on le disait au début. Mais il y a des magasins de deuxième main qui peuvent être tout à fait indiqués. Et au niveau de l'ameublement, c'est aussi une vraie option. C'est-à-dire que tout acheter neuf, est-ce que ça fait sens finalement? Surtout qu'on achète neuf, on achète du Ikea, on n'achète pas neuf une belle longère en bois ou un beau meuble qui s'inscrira dans la durée comme pouvaient le faire nos arrière-grands-parents. Oui, alors c'est d'ailleurs un marché qui est en plein développement et je pense qu'on peut que s'en féliciter. Il y a en effet des sites internet qui se développent sur cette thématique de la deuxième main, second hand, comme disent encore une fois nos toujours amis anglo-saxons. Pour les vêtements, beaucoup, et pour aussi tout ce qui est meubles, tout ce qui est également matériel hi-fi, électroménager, etc., etc. Et c'est des choses qu'il faut regarder, en effet, avant de toujours tout acheter neuf. Il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants. Par exemple, le matériel pour les enfants, l'habillement des enfants. On sait qu'un enfant, évidemment, ça grandit très vite. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des choses neuves pour tous les âges, à moins de vouloir que son enfant soit dès le berceau habitué à être une fashion victime, mais bon, ça après ce sont des choix individuels. Donc ça, c'est évidemment ce marché de la deuxième main est intéressant. Le mobilier, c'est très vrai, on peut trouver beaucoup de choses, de belles choses, peu chères, parce qu'en effet, le mobilier traditionnel aujourd'hui n'a pas la cote. Donc vous pouvez dans les salles des ventes, notamment chez Emmaüs également, ou chez Emmaüs, trouver des choses solides, des choses durables, qui pour des prix qui sont en dessous de ceux de la grande distribution, et qui en plus ont une personnalité, en plus ont une originalité. Vous aurez un intérieur qui n'est pas celui de tout le monde. Vous sortirez de cette fameuse matrice, et ce qui fait partie entre guillemets de l'environnement de l'homme différencié, pas rentrer dans un appartement témoin Ikea, quoi. Donc ça aussi, c'est une piste très intéressante à suivre. Et de la même façon, quand vous avez des choses dont vous voulez vous débarrasser, les foutez pas immédiatement à la poubelle ou sur le trottoir. Quand on voit le dimanche soir le nombre d'accumulations de choses qui sont sur les trottoirs pour les encombrants, c'est impressionnant. Pensez d'abord peut-être à les proposer autour de vous, à les mettre éventuellement sur des sites de vente ou de dons, parce qu'il y a aussi des sites de dons où les gens simplement donnent les choses, il suffit d'aller les chercher. Dans un monde où tout le monde se plaint de pas avoir les moyens de ceci et de cela, c'est quand même dommage. Ce serait quand même dommage de se priver de ces alternatives. Donc c'est encore une fois, ça demande un peu plus d'effort, mais ça permet d'incarner concrètement une alternative. On parlait du glanage, c'est vrai que le glanage des encombrants, ça pourrait être un glanage à la parisienne, sans doute, faire les beaux quartiers la veille des encombrants et en camionnette et glaner les canapés. Ah oui, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans. Alors c'est pas forcément des gens de notre communauté ni ethnico-culturelle ni politique, mais enfin ça prouve qu'il y a des choses intéressantes à trouver et à récupérer les choses, réparer les choses aussi. On a l'habitude de jeter tout ce qui ne fonctionne pas, alors qu'un certain nombre de choses peuvent être réparées. Alors parfois il faut être bricoleur, mais c'est là aussi où la communauté joue. Vous n'êtes peut-être pas très bricoleur, ça arrive à des gens très bien. Il faut alors trouver quelqu'un qui peut vous donner ce coup de main, encore une fois, à charge de revanche dans d'autres domaines. C'est d'ailleurs significatif aujourd'hui que la production notamment dans le domaine hi-fi, etc., fait en sorte que les appareils ne soient pas réparables. Il faut toujours tout renvoyer directement à l'usine. Si vous ouvrez votre nouveau téléviseur écran plat, c'est ingérable pour quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans d'études en électronique, etc. Mais pour des matériels un peu plus anciens, il y a toujours moyen de récupérer. D'ailleurs, il y a actuellement, en tout cas à Paris, je ne sais pas comment c'est ailleurs, quelques magasins
enfin quelques artisans qui s'installent, qui sont spécialisés dans la réparation. Et ça, c'est intéressant aussi pour sortir de cette civilisation du tout acheté. En effet. Je pense qu'on a fait un gros tour. Alors, on n'a pas parlé, par exemple, de l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, effectivement, ce serait un but idéal, c'est-à-dire de créer, de la même façon du parler des selles, pas du caca, de ce lieu de troc et d'échange. L'épicerie solidaire peut être... Harry Habitant, quoi. Bon, bref, oui. Oui, mais je déteins des blagues qu'on m'inflige post-confinement. Bref. Et veuillez m'excuser. Harry Habitant, je dormirai très mal cette nuit. Je suis touché dans mon amour-propre. Non, l'épicerie solidaire, sans blague. De même que les recycleries où naissent un peu partout à Paris, on a des épiceries ou des bars solidaires qui sont des locaux associatifs, souvent gérés par l'extrême gauche, on va pas se mentir, qui proposent à prix libre des repas ou des produits qui sont glanés. Alors on peut avoir des produits alimentaires, des carottes qui sont hors calibre, des produits hors calibre, des choses comme ça. Et ça évidemment c'est un doux rêve. Mais commençons par la base, j'ai envie de dire, et quand on sera structuré demain sur certaines choses de base, peut-être qu'on pourra penser à ces choses, parce que c'est vrai que c'est pas délirant de se dire dans les locaux, si chacun a un local, effectivement avoir une liste de tout ce que chacun est prêt à prêter à la communauté, ça peut être intéressant. De tout ce... Avoir une petite friperie de choses à donner, etc. Oui, dès qu'on a un local, déjà ça démultiplie les possibilités d'action dans ce domaine. Mais en effet, il faut se lancer, il faut le faire et ne pas croire en effet que ce sont des choses dérisoires ou ridicules en attendant la grande reconquista glaive à la main qui viendra en son temps. Alors je crois qu'on va sur ce thème, on va peut-être en rester là. Restons-en là. Restons-en là. J'espère qu'on aura donné quelques pistes à nos amis et camarades. Je voudrais juste, avant de rendre l'antenne, comme on disait, Cognac G, rappeler que les librairies et les bouquinistes non conformistes ont rouvert leurs portes. Et c'est donc le moment de les aider, de les soutenir, car la période a été difficile. Donc n'hésitez pas à y aller physiquement si vous pouvez y aller. On pense Nouvelle Librairie, Librairie Vincent, Librairie Française, etc. Ou à les contacter par mail ou à commander des ouvrages en ligne pour soutenir la reprise indispensable de ces lieux de résistance. Voilà, chacun de faire un effort, surtout que c'est un effort qui est récompensé, puisqu'il est récompensé par un livre, et que les livres sont la sève du combat. C'est très bien expliqué, au dirait du Harry Habitant dans le texte. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre toujours aussi nombreux, de partager, d'aimer nos émissions, de les faire connaître, de les faire écouter autour de vous. C'est grâce à ça que nous avons la motivation et l'envie de continuer. Merci à Méridien Zéro de nous héberger toujours. N'hésitez pas à soutenir Méridien Zéro en allant sur sa page et cliquez sur le petit lien Tipeee. À bientôt. À bientôt. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.